Professeur, je crois qu'il y a des questions beaucoup plus précises, n'est-ce pas, qui vous sont adressées, hein, donc s'agissant donc de l'expérience congolaise. Peut-être que vous pourriez nous en dire un mot, donc qui concerne notamment l'expérience avec la coopération avec la Chine. La coopération avec la Chine. Il y a également donc une question qui portait sur les infrastructures, les produits fabriqués au Congo, leur compétitivité sur le marché, etc. Donc voilà. Donc si vous pouvez rapidement, malheureusement on nous signale que le temps court, mais allez-y professeur, allez-y. Nous n'allons pas vous brider. J'espère que cette fois-ci vous allez quand même pas Vous avez la parole, m'interrompre. professeur. Oui, parce que mes collègues ont eu assez de temps pour répondre à leurs questions. J'aimerais en disposer aussi. Alors, s'agissant de notre collègue du Zimbabwe, qui veut savoir le poids de la Chine dans le financement des infrastructures, je vais dire que ce poids est considérable parce que la Chine, on le sait, est devenue un grand financier des infrastructures en Afrique. Et s'agissant du cas du Congo, je dois dire que en 2006, quand il y a eu le premier accord de partenariat stratégique, l'accord de partenariat stratégique a permis à la Chine d'accorder un prêt préférentiel de 1,6 milliard de dollars au Congo. Et en 2012, un autre prêt a suivi pour la période 2013-2016 de 1 milliard de dollars. Et donc tout ceci essentiellement pour financer les projets d'infrastructure réalisés par les entreprises de construction chinoises selon le modèle de financement aujourd'hui qualifié de modèle angolais, qui n'est en fait qu'un mécanisme de compensation permettant aux investisseurs chinois de mieux gérer le risque pays dans les pays, disons, dans les pays d'accueil, avec comme, je dirais, acteur majeur l'Exim Bank of China. Et bien sûr les entreprises de construction qui reçoivent les prêts gérés par la Banque chinoise d'import-export, et le gouvernement du pays d'accueil, bénéficiaire du crédit, choisit les projets d'infrastructure par rapport bien sûr à son plan de développement. Alors en ce qui concerne le Congo, ce modèle de financement dit angolais fonctionne aussi, et il est demandé au Congo de garantir 20% de l'encours du prêt en déposant donc 20% des recettes d'exportation du pétrole auprès d'un compte domicilié à l'Exim Bank of China. Donc c'est des prêts garantis par les recettes pétrolières, comme cela se fait dans beaucoup de pays riches en ressources naturelles. Et dans la formule que nous avons résumée ailleurs, crédit pétrolier, contrat pétrolier minier contre réalisation de projets d'infrastructure et joint venture. Alors, les conditions de prêt, et la dame l'a dit, de la Chine sont particulièrement avantageuses et compétitives. On compare même les conditions chinoises à une nouvelle IDA. Une nouvelle IDA donc fait concurrence au groupe de la Banque mondiale. Et parce qu'en ce qui concerne le Congo, les durées, c'est 20 ans, délai de grâce 5 ans, et le taux d'intérêt c'est 0,25%. Donc c'est des taux d'intérêt particulièrement intéressants pour les pays, disons, bénéficiaires. Alors, s'agissant de la question posée par le professeur Mayoko, est-ce que ces infrastructures s'intègrent dans une dynamique régionale? Je dirais oui, parce que vous êtes sans ignorer que les projets d'infrastructure en Afrique centrale, par exemple, sont connectés aux projets, par exemple, de connexion des réseaux électriques, le pôle énergétique d'Afrique centrale, et au programme consensuel régional de transport. Donc, en ce qui concerne le Congo, précisément, grâce à ces réalisations en matière de transport et télécommunications, le Congo aujourd'hui est connecté, est branché, si vous voulez, ou relié au Gabon par la route,
relié au Cameroun par la route et va demain, on espère, être relié par le fameux pont qu'on va jeter sur le fleuve Congo, pour lequel la banque a déjà financé les études de faisabilité. Et donc ce serait un pont route, rail, un grand projet intégrateur qui devrait bien sûr redonner au Congo, relancer la vocation de pays de transit du Congo-Brazzaville. Enfin, est-ce que les produits manufacturés tels que les panneaux solaires fabriqués au Congo grâce aux joint ventures avec les investisseurs chinois sont compétitifs? Je dirais oui, parce que en fait ces usines s'intègrent dans une politique d'import-substitution. On a importé dans la plupart des pays, on importe des plaques solaires made in China. Et aujourd'hui, on veut, donc le gouvernement congolais a souhaité, bien sûr, qu'on ait une usine de montage de panneaux solaires. Il y en a une large gamme. Ça va de $100 à $1000. Bon, et je pense que, comme on le dit aujourd'hui sur le marché mondial, la Chine est l'un des principaux exportateurs dans ce domaine. Et il y a, grâce au processus de transfert de technologie, il y a également l'utilisation de matières premières locales, de quelques inputs locaux. Et nous sommes là dans la dynamique de la chaîne de valeur mondiale. Et ceci permet au Congo justement de valoriser ces matières premières, de produire, de vendre aussi, non seulement sur le marché domestique, mais aussi dans les pays voisins, notamment le grand marché de la RDC, qui compte aujourd'hui 71 millions de consommateurs. N'oubliez pas que le Congo n'a que 4 millions et demi de consommateurs, d'après les données statistiques de la Banque mondiale 2014. Et donc, on ne peut pas, on l'a dit ce matin, il n'y a pas d'industrialisation sans marché. Et donc, le Congo s'inscrit logiquement dans cette dynamique d'intégration sous-régionale dans le cadre de la CEMAC, dans le cadre de la CEAC, où le marché est plus vaste puisque intègre la RDC, l'Angola et bien entendu d'autres pays comme le Burundi. Donc on atteint facilement les 140 millions de consommateurs par rapport au marché congolais de 4 millions et demi ou au marché de la CEMAC qui plafonne à quelques 35 millions de consommateurs. Merci, professeur. Bien, je pense que les différentes questions ont trouvé réponse. Je voudrais peut-être me permettre, avant de passer la parole au président, Monsieur le ministre, donc revenir très rapidement sur le point concernant le secteur bancaire. J'ai le défaut de faire partie de ce panel et donc je ne pourrais pas m'en aller sans en dire un mot. Effectivement, vous avez raison sur les différents points qui ont été évoqués, sur la nécessité d'adapter le dispositif réglementaire et le mode d'analyse du risque, n'est-ce pas, à notre marché, la nécessité d'aller plus loin dans le financement des PME, la nécessité pour les banques, n'est-ce pas, de réfléchir à la possibilité, n'est-ce pas, de contribuer à régler donc la question de l'employabilité des jeunes. Vous avez raison. Le fait est que, comme l'a dit mon collègue, et là, bon, nous avons l'avantage d'avoir le professeur Ouattara dans cette salle, donc je suis tout à fait à l'aise pour en parler. Le fait est que l'activité bancaire est une activité qui est extrêmement réglementée. Et aujourd'hui, autant nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une adaptation, n'est-ce pas, un niveau du curseur optimum à rechercher, autant il faut que nous intégrions le fait que nous devons faire attention à ne pas faire de la banque tropicale. Aujourd'hui, tout le monde converge vers des normes internationales. On parle aujourd'hui de Bâle 3 qui a commencé à être implémenté, donc il faut que nous fassions attention à tout ça. Alors évidemment, vous me direz que notre responsabilité, c'est d'intégrer toutes ces contraintes et de rechercher des solutions propres à notre marché. Et je crois que les pistes, n'est-ce pas, sont en train d'être recherchées activement.
Mais il y a également une part de responsabilité, de mon point de vue, qui incombe à nos autorités. Je le disais en aparté tout à l'heure à quelqu'un, que j'ai du mal, ma petite intelligence a du mal à intégrer le fait qu'un pays en construction puisse se dessaisir de son système bancaire. Les stratégies, n'est-ce pas, de développement de ces banques échappent totalement dès lors donc aux autorités. Il me semble que nos autorités, n'est-ce pas, doivent être présentes sans revenir, n'est-ce pas, à un contrôle des banques, mais être présents, n'est-ce pas, dans le tour des tables des banques, quitte à avoir un contrôle à hauteur de 5 voire 8% et être, n'est-ce pas, au cœur donc, de la définition des stratégies des banques. Ça me paraît important. La deuxième chose que le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que il faut que nous revisitions effectivement les normes, n'est-ce pas, le dispositif réglementaire, n'est-ce pas, régissant donc le métier de banque dans notre zone. Aujourd'hui, le capital social minimum des banques ici est de 5 milliards. C'est quoi 5 milliards face à des projets d'infrastructures qui font des centaines de milliards? Voilà. C'est rien du tout. Il faut véritablement relever le niveau d'exigence en termes de capitalisation des banques, en termes de fonds propres de banque, de manière à en faire de véritables acteurs susceptibles d'accompagner de façon viable, effectivement, le financement de l'économie. Et je pense que c'est des conditions essentielles si on veut véritablement que les banques jouent un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans le financement de l'émergence. Troisième considération que je voulais évoquer concerne donc le financement des PME. Il y a toute une littérature abondante sur le sujet. Mais il est clair que là également, il y a un bon niveau de curseur qu'il faudra rechercher, parce qu'il est indéniable que si l'on impose dans l'analyse du risque, effectivement, les mêmes normes, n'est-ce pas, par exemple de solvabilité pour une multinationale que pour une PME, nous aurons, opérant dans le commerce, on aura du mal à y arriver. Donc il y a une nécessaire adaptation à faire. Et je pense que la Banque centrale a entendu ce message, puisque je peux vous dire qu'il y a un projet qui est en cours au niveau de la Banque centrale pour revisiter un certain nombre de règles en la matière qui tiennent par exemple compte de justement ce fameux ratio de solvabilité, de la consommation des fonds propres, n'est-ce pas, dans le bilan des banques, à l'occasion, n'est-ce pas, des opérations d'octroi de crédit, n'est-ce pas, aux PME. Donc le niveau de pondération est en train d'être revu. Un dispositif permettant, n'est-ce pas, de noter donc, les PME sur la base d'une documentation financière, n'est-ce pas, donc est en train d'être mise en place par la Banque centrale. Il y a également d'autres dispositions donc, qui permettront de refinancer, d'accompagner les banques à travers donc, du refinancement lorsqu'elles financent les PME. Donc tout ça est en branle. Et nous avons bon espoir, et à cela bien entendu il faut ajouter, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, l'installation prochaine des bureaux d'information sur les crédits qui vont permettre enfin de régler définitivement la question de la symétrie de l'information qui fait que véritablement il est difficile d'établir des profils de risques viables, n'est-ce pas, de ces PME et donc les accompagner en toute sérénité. Donc toutes ces questions sont en train d'être adressées. Et je terminerai par un dernier point donc, soulevé par Madame le ministre qui concerne le financement donc, des projets des jeunes. Aujourd'hui, nous avons un problème sur ce marché. Dans notre écosystème, il me semble qu'il y a un maillon qui manque. Vous avez souvent dans les banques, vous recevez des personnes qui viennent avec des complaintes. Oui, nous avons des projets, on n'est pas accompagné par les banques. Moi, j'en ai reçu plusieurs. La question que j'ai chaque fois posée, c'est quel est votre projet? La personne vous dit, bon, écoutez, moi, je veux vendre des bouteilles d'eau minérale. Très bien, ça, c'est votre idée. Où est le dossier de projet? Ah non, je n'ai pas encore écrit, mais il y a mon voisin qui a fait ça, ça marche très bien. Et puis en plus, la bouteille d'eau, là, il y a une poubelle où on range la bouteille usagée, etc. Ça aussi, ça marche très bien. Il faut véritablement qu'on arrive à trouver, j'allais dire, un instrument qui permette de convertir les idées des gens en projets. Et c'est à partir de ce moment-là que véritablement les banques pourront avoir une oreille pour prendre en compte les préoccupations des gens. Mais tout le temps qu'on commencera à des idées, on n'y arrivera pas. Voilà un peu ce que je voulais indiquer, Président. Donc, je vous passe la parole pour... Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. J'ai la chance d'avoir à ma gauche deux professeurs et à ma droite deux banquiers. Et donc, vous voyez ce que ça donne comme qualité de la discussion. Nous ne pourrons pas ouvrir une seconde liste parce que nos collègues sont déjà au déjeuner, on n'attend que nous. Et donc,
je vais simplement conclure, sachant que les discussions vont se poursuivre cet après-midi, avec quelques points qui me paraissent tout à fait importants. Le premier, c'est au niveau de la transformation de notre système productif. On voit bien qu'il y a le défi de la diversification, mais aussi le défi de la productivité. On voit bien qu'il y aura difficilement de la compétitivité s'il n'y a pas une hausse de la productivité des facteurs. Je donne l'exemple d'un secteur que je connais bien, le secteur coton. Au moment des indépendances en 1960, nous avions un rendement d'1 tonne à l'hectare. 55 ans après, nous sommes toujours à 1 tonne à l'hectare. Bon. Donc, en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, et dans quelques pays, nous sommes même descendus à 800 kg à l'hectare. Donc, ça veut dire qu'il y a un défi au niveau de la productivité des facteurs. Il me semble qu'il y a un autre défi, c'est la question de la protection. Donc, la question de l'ouverture. Et ça a été dit, est-ce que nos industries dans l'enfance sont suffisamment armées pour supporter la compétition avec des mondes qui ont dépassé le stade des coûts fixes depuis des siècles? Il faut quand même savoir que lorsque le producteur de riz du Sénégal travaille durant 1 heure, le producteur de riz de la Louisiane aux États-Unis, qui travaille pendant la même heure, produit 400 fois plus que le producteur sénégalais. Or, il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Donc, quand vous mettez sur le même marché le producteur de riz sénégalais, le producteur de riz américain, le producteur de riz sénégalais disparaît. Donc, je crois que la question de la protection dans un système libéralisé et mondialisé est une question essentielle sur laquelle nous ne pouvons pas faire l'économie. Donc ça renvoie au niveau du tarif extérieur commun de l'UEMOA, de la CEDEAO, la question des accords de partenariat économique et tout ce que ça induit ou ça peut induire comme capacité de cohérence avec notre discours sur l'émergence. Sur le volet demande, je crois qu'il y a de vrais défis. Il y a le défi de la lutte contre la pauvreté parce que vous ne pouvez pas avoir un marché si les consommateurs sont trop pauvres pour consommer. Donc, il faut des consommateurs qui aient un minimum de revenus. Mais il y a aussi des consommateurs, il faut des consommateurs qui aient une diversification de leurs demandes pour que le système productif puisse sortir de son caractère primaire. Et enfin, sur la question du financement, et je remercie vraiment les deux dames, Madame la professeure ministre et Madame Dao, d'avoir posé la question du financement. Je crois que c'est une question centrale et je proposerai que dans les relevés de conclusion de notre conférence, nous puissions être explicites sur cette question du financement. Pour faire bref, je me demande s'il ne faudrait pas envisager la résurrection des banques nationales de développement. Parce que cette question du financement est une question centrale. Parce qu'il y a un rationnement endogène du crédit. Vous ne pouvez pas demander à des banques commerciales de financer le développement. Le rôle d'une banque, c'est de maximiser son profit. Et M. Kwasi a expliqué le contexte, notamment en termes de risque, d'asymétrie d'information, qui fait qu'il ne faudra pas demander aux banques commerciales d'aller financer l'agriculture. Les pays qui ont émergé n'ont pas fait ça. Ils se sont dotés d'infrastructures financières au service du développement. Prenez juste les ratios crédit à l'économie sur PIB. Dans l'espace UEMOA, qui est notre espace, nous sommes autour de 23%. Un pays comme l'Afrique du Sud est à 153% de ratio crédit sur PIB. Tous les pays émergents dépassent au moins 100% de ratio crédit sur PIB. Ça veut dire que nos économies ne sont pas financées. Et c'est là où la question de la responsabilité de la Banque centrale
est engagé, et je pense que Mme Dawa a raison, mais c'est une question plus générale de la cohérence de nos politiques publiques. N'oubliez pas que nous sommes dans un régime de taux de change fixe entre le franc CFA et l'euro. Et quand vous êtes en taux de change fixe, vous avez des obligations en matière de détention de réserves de change, de devises. Et donc, si vous voulez passer d'un ratio crédit à l'économie sur PIB de 23% à un ratio crédit à l'économie sur PIB de 100%, le risque, c'est que vous ne puissiez plus soutenir votre taux de change parce que vous n'aurez plus de devises puisque les crédits ont comme contrepartie la masse monétaire. Donc, plus vos crédits augmentent, plus vous perdez des réserves dans un contexte où vous importez l'essentiel de votre consommation et même des produits de vos investissements en infrastructure. Le contenu en importation des investissements en infrastructure est très important. Ce qui fait que vous avez systématiquement les déficits jumeaux, déficit du budget et déficit du solde courant de la balance des paiements. Donc, si vous vous lancez dans des politiques d'émergence volontaristes avec un financement important, vous ne pourrez pas maintenir la fixité du change entre le CFA et la zone euro. Donc il faudra faire des choix de nature politique. Si on veut la fixité du change, on est obligé de rationner le crédit. Et si on veut laisser le crédit exploser, il faudra voir les implications en termes de régime de change idoine. Donc je crois que nous sommes au cœur du débat autour de l'émergence. Depuis hier, nous avons l'impression que tout est possible. Le principe de réalité veut qu'on accepte que tout n'est pas possible, qu'il va falloir faire des choix courageux, des choix politiques, et qu'il va falloir assumer les choix qu'on fait. Et de cette façon-là, nous pourrions être à la hauteur des attentes de toute cette jeunesse. Donc, encore une fois, un grand merci à nos intervenants et bon appétit, si je puis dire. À très bientôt.